Parlons maintenant de la méthode pour aborder un titrage acide-base. Premièrement, quand vous démarrez un exercice sur un titrage acide-base, il faut faire la liste de toutes les réactions de titrage qui peuvent se produire, donc en faisant un axe de pK, en mettant le titrant, les titrés, et regarder toutes les réactions de constante supérieure à 1 qui peuvent se produire entre le titrant et les titrés. Et toutes ces réactions, ce seront les réactions de titrage. Deuxièmement, prévoir combien de sauts de pH seront observés. Pour qu'une réaction donne un saut de pH observable, déjà, il faut qu'elle ait une constante de réaction supérieure à 10 puissance 4. Sinon, on ne verra pas vraiment de saut. Deuxièmement, si deux réactions ont des constantes proches, en fait, les deux réactions de titrage vont se passer en même temps et il y aura un seul saut de pH pour les deux réactions. Ça peut d'ailleurs être vrai pour 3 ou 4 ou 5 réactions qui peuvent être toutes dans le même saut de pH. Comment le savoir? Et bien pour ça, on compare leurs constantes, on fait le rapport des constantes, et si le rapport des constantes de deux réactions est inférieur à 10 puissance 4, et bien en général, il y aura un seul saut de pH pour les deux réactions. Si par contre deux réactions ont des constantes dont le rapport est supérieur ou égal à 10 puissance 4, alors on dira qu'il y a des titrages successifs, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord le titrage de la réaction de constante K standard 1 qui sera la constante la plus grande, et quand on aura le saut de pH pour cette réaction et que la réaction sera finie titrée, eh bien on démarrera le titrage de la réaction suivante. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà une bonne idée de ce qui se passe dans le titrage, puisqu'on sait quelles sont les espèces et quelles sont toutes les réactions qui se produisent et dans quel ordre et à quel saut elles correspondent. On peut donc prévoir qualitativement la composition du mélange sur tous les points clés du titrage, c'est-à-dire à toutes les équivalences, initialement, à la fin, etc. Également, une fois qu'on a fait cela, eh bien, on va pouvoir écrire pour chaque équivalence les relations entre les quantités de matière de titrant ajoutés et les quantités de matière de réactifs titrés qu'il y avait initialement. Et c'est ces relations à l'équivalence qui vont nous permettre ensuite de déterminer les inconnus classiques d'un titrage, c'est-à-dire les concentrations initiales des différentes espèces. Ou au moins les quantités de matière des espèces présentes dans l'échantillon. Enfin, on peut vous demander dans certains exercices de calculer le pH en un point du titrage lorsqu'on a ajouté donc un certain volume V de titrant. Pour ça, vous pouvez tout simplement utiliser les méthodes de calcul de pH qu'on a vues précédemment en faisant ceci. Vous considérez qu'on part du système initial qui contient le titrant, dans la quantité ici ajoutée, donc un volume V de titrant fois la concentration en titrant. Tous les réactifs titrés initialement, sachant que cette fois il faut prendre un volume total, donc qui sera V tot égale V0, le volume de la prise d'essai, plus V, puisqu'on a ajouté quand même un volume V de titrant. Et puis vous utilisez la méthode générale de calcul de pH en partant de ce système initial, ça va vous donner une valeur de pH, et vous aurez répondu à la question. Vous pouvez vous souvenir d'une chose, c'est qu'en général, c'est de façon générale, pH égale pKa quand un acide et sa base conjuguée sont présents en proportion égale. Autrement dit, il faut que vous arriviez à trouver vraiment des points précis du titrage dans lesquels il y aura un acide et sa base conjuguée exactement dans les mêmes proportions. Et je vous donne un petit indice, ce n'est surtout pas à l'équivalence. Puisque quand on arrive à l'équivalence, c'est qu'on a mis suffisamment de titrant pour consommer complètement l'un des acides et le transformer intégralement en sa base conjuguée. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont présents en proportion égale. Il n'y a plus du tout l'un et entièrement l'autre. Donc c'est souvent dans des choses comme les demi-équivalences qu'on arrive à ce genre de situation. De la même façon que pour les calculs de pH, il faut vraiment faire des exemples d'application pour voir comment ça s'articule. Ici, je vous propose un exemple simple dans lequel il n'y a pas toutes les méthodes, mais dans lequel on a déjà une partie, vraiment des méthodes qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le titrage qui sont explorées. On vous dit qu'on dispose de 20 ml d'une solution de concentration C1 en ion phosphate et de concentration C2 en ion hypochlorite. C1 et C2 sont inconnus, on va les déterminer dans l'exercice. Cette solution est titrée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 0,2 mol par litre. Et on observe deux sauts de pH, l'un à 8,1 ml, l'autre à 23,2 ml d'acide ajouté. La question 1, c'est écrire les réactions qui se produisent lorsque l'on ajoute l'acide pour un volume inférieur à la première équivalence, pour un volume compris entre la première et la deuxième équivalence, et pour un volume supérieur à la deuxième équivalence. Ensuite, en déduire les concentrations donc dans les réactifs inconnus ici titrés, qui sont les ions phosphate et les ions hypochlorite. Et puis on pose la question, pourquoi on ne voit pas d'autres sauts?
Toutes ces questions, pour y répondre, il suffit d'appliquer la méthode que j'ai décrite précédemment et on va le faire ensemble. De la même façon que pour l'exercice précédent, si vous avez déjà bien compris et que vous voulez essayer de le faire par vous-même, c'est très bien. Essayez de faire l'exercice par vous-même sur une feuille séparée et vous regarderez la correction après. Ou alors, vous pouvez regarder la correction dans un premier temps pour bien comprendre et ensuite essayer de le refaire sans rien regarder par vous-même pour voir si vous y arrivez. Voici donc la correction. On va vraiment se concentrer sur la méthode parce que le plus important, c'est de bien assimiler la méthode. L'étape 1, comment prévoir les réactions de titrage et les classer par ordre de constante. Donc pour ça, on fait un axe de pKa, où on fait apparaître vraiment tous les couples qui sont mis en jeu ici, y compris si jamais on a une polybase, là par exemple, PO4-3-, lésion phosphate, eh bien en fait c'est une tribase, puisqu'elle intervient dans 3, enfin elle peut se transformer en HPO4-2-, qui lui-même peut se transformer en H2PO4, qui lui-même peut se transformer en H3PO4, donc on voit qu'elle peut capter en tout 3 protons. Ben, il faut mettre tous les couples. De la même façon, alors CL-, lui, il n'appartient qu'à un seul couple acide-base, c'est une base simple. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau en solution. Et puis ici que le titrant, c'est H3O+. Donc ici, on écrit tous les couples, on entoure H2O parce que c'est le solvant, on entoure les deux réactifs titrés, on entoure H3O+, et maintenant on va considérer toutes les réactions de constante supérieure à 1, et ce sera nos réactions de titrage. En partant toujours de la plus grande vers la plus petite. La plus grande, c'est la réaction de PO4-3- avec H3O+, puisque la base la plus forte sur l'acide le plus fort, avec une constante de 10 puissance 12,4. Suivi ensuite de la réaction de ClO- avec H3O+, avec une constante de 10 puissance 8. Et puis là, ce qu'il faut considérer, c'est que quand PO4-3- réagit avec H3O+, il forme HPO4-2-. Donc en fait, HPO4-2- va être présent dans ce titrage, même s'il n'est pas présent initialement, il va être présent puisqu'il va être formé en cours de titrage. Donc on va aussi considérer cette réaction potentielle de titrage entre HPO4-2- et H3O+, de constante 10 puissance 7,2. Et puis, de la même façon, HPO4-2- pouvant former H2PO4-, on va considérer la réaction entre H2PO4- et H3O+, même si initialement il n'y a pas d'H2PO4-, qui aura donc une constante de 10 puissance 2,1. On voit que dans cet exercice court, il y a déjà 4 réactions de titrage à considérer. Étape 2, prévoir combien de sauts sont observés. Alors on voit que si on compare la réaction 1 et la réaction 2, en faisant le rapport K standard 1 sur K standard 2, ça fait 10 puissance 4,4, c'est supérieur à 10 puissance 4, donc on peut prévoir que la réaction 1 donnera lieu à un saut de pH qui sera terminé à l'équivalence 1 avant que la réaction 2 ne soit commencée, on parle de titrage successif. Par contre, si je regarde la réaction 2 et la réaction 3, elles ont des constantes thermodynamiques très proches. Et si on fait le rapport, on obtient 10 puissance 1, même pas, j'ai mis 10 puissance 1,2, mais je pense que c'est 10 puissance 0,8. En tout cas, inférieur à 10 puissance 4, donc les réactions 2 et 3 vont se passer simultanément lors de l'ajout de soude. Elles donneront lieu à un seul saut de pH pour ces deux réactions. Autrement dit, on a d'abord le titrage qui correspond à la réaction 1, ça c'est le saut 1, et le saut 2, c'est la réaction 2 plus la réaction 3. La réaction 4, par contre, on voit qu'entre la réaction 3 et la réaction 4, on a bien un grand écart, puisque quand je fais K standard 3 sur K standard 4, j'obtiens 10 puissance 5,1 supérieur à 10 puissance 4. Donc la réaction 4 ne commencera qu'après que la réaction 3 soit terminée. Toutefois, comme la réaction 4 a une constante de seulement 10 puissance 2,1 qui est inférieure à 10 puissance 4, alors elle ne donnera pas de saut de pH. Donc en tout, on est censé voir que 2 équivalences. L'équivalence correspondant à la réaction 1 et celle correspondant à 2 plus 3. Ça nous permet exactement de savoir par rapport à l'énoncé ce qui se produit. Pour un volume compris entre 0 et 8,1 ml, seule la réaction se produit. Et pour un volume compris entre 8,1 et 23,2 ml, les réactions 2 et 3 se produisent. Au-delà de 23,2 ml, il n'y a que la réaction 4 qui se produit, mais elle ne donnera jamais de saut parce qu'elle n'a pas une constante assez grande. Étape 3, prévoir qualitativement la composition du mélange au point clé du titrage. Alors celle-là, ça permet de mieux comprendre le titrage. Ça correspond pas vraiment à une question de cet exercice, mais juste pour voir à quoi ça correspond. On sait que initialement, avant d'avoir ajouté du titrant, dans le bécher, il y a lésion phosphate et ClO-, donc c'est les deux réactifs que l'on va titrer. Quand on arrive à la première équivalence, comme on sait qu'il s'est passé que la réaction 1, ça veut dire qu'on a transformé tout lésion phosphate en ion HPO4-2-. Et il reste ClO- puisqu'il n'a pas encore réagi, vu qu'il réagit entre la première et la deuxième équivalence.
À la fin de la deuxième équivalence, enfin quand on arrive pile à la deuxième équivalence, le Bécher, donc HPO4- va être transformé en H2PO4- et ClO- va être transformé en HClO, donc on sait qu'il y aura ça exactement présent à la deuxième équivalence. Et puis ensuite, pour un volume supérieur à celui de la deuxième équivalence, il y aura un mélange de H2PO4- et de H3PO4, puisqu'il se transformera, mais qu'on aura un équilibre. Étape 4, écrire les réactions entre quantités de matière à chaque équivalence. J'insiste sur un point. Écrivez toujours les relations entre quantités de matière, et pas les relations entre concentrations, parce que sinon vous risquez de vous tromper. C'est vraiment important. Un titrage, c'est beaucoup plus une histoire de quantité de matière qu'une histoire de concentration, même si la question qu'on vous pose, c'est de déterminer une concentration. Je vous donne un exemple. Quelle est la relation à la première équivalence? Eh bien, à l'équivalence 1, on a versé suffisamment d'acide, H3O+, pour consommer entièrement les ions phosphate PO4-3-. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la quantité d'H3O+, qu'on a versé pour atteindre l'équivalence 1 était égale à la quantité d'ions phosphate qu'il y avait dans la prise d'essai. Ce que j'appelle la prise d'essai, c'est les 20 ml qui, initialement, constituaient la prise que l'on a titrée. Ensuite, une fois que vous avez écrit cette relation en quantité de matière, vous pouvez remplacer chaque quantité de matière par la concentration de la solution concernée et le volume ajouté de cette solution. Par exemple, la quantité d'H3O+ qu'on a versé pour arriver à l'équivalence, c'est la concentration d'H3O+ dans le titrant fois le volume versé pour arriver à l'équivalence 1. La quantité de PO4- qu'il y a dans la prise d'essai, c'est la concentration en PO4- dans la prise d'essai fois le volume de la prise d'essai, donc 20 ml ici. Alors si on remplace ça par les notations de l'énoncé, la concentration d'H3O+ dans le titrant c'est Ca fois V avec 1, la concentration en PO4- dans la prise d'essai c'est C1, et fois le volume de la prise d'essai. Et c'est comme ça qu'on peut calculer C1, qui sera égal à Ca fois V avec 1 sur VSC, soit 0,081 mol par litre. Relation à la deuxième équivalence. Une fois qu'on est à l'équivalence 1, on sait que le Bécher contient donc HPO4- et ClO-, et qui vont tous les deux être titrés entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2. De plus, on peut affirmer que la quantité de HPO4- présent à l'équivalence 1, c'est la même que la quantité initiale de PO4-3-, puisque tous les PO4-3- ont été transformés. Autrement dit, la relation entre les quantités de matière versées à l'équivalence 2, ce sera la suivante. La quantité de matière de H3O+ qu'il faut verser pour arriver à l'équivalence 2, c'est la quantité de matière d'H3O+ qu'il faut verser d'abord pour arriver à l'équivalence 1, plus la quantité de matière de HPO4- qui avait été formée à l'équivalence 1, et qui vont donc être consommées, plus la quantité de ClO- qui était présente dans la prise d'essai. Alors, en remplaçant la quantité d'HPO4- qui était formée à l'équivalence 1 par la quantité de PO4- présent dans la prise d'essai, puisqu'on sait que ces deux quantités sont égales, on obtient donc la formule NH3O+ versé à l'équivalence 2 moins NH3O+ versé à l'équivalence 1 égale NPO4- dans la prise d'essai plus NClO- dans la prise d'essai. Et c'est seulement une fois qu'on a écrit proprement la formule avec les quantités de matière qu'on va remplacer chaque quantité de matière par les concentrations et les volumes qui correspondent bien aux concentrations de la solution fois le volume ajouté pour arriver à l'équivalence 2 par exemple, ou pour arriver à l'équivalence 1. On va donc avoir Ca fois V avec 2 moins Ca fois V avec 1 égale C1 fois VSC plus C2 fois VSC. Soit, à la fin, on peut calculer C2, qui sera égal à cette formule-là, et qu'on peut calculer égal à 0,07 mol par litre. On a bien trouvé C1 et C2. Si on n'observe pas de troisième saut, c'est parce que la réaction 4 a une constante trop petite, comme on l'avait expliqué dans l'étape 2. Voilà pour cette méthode, essayez de le refaire par vous-même pour bien maîtriser ces différents aspects. Si vous maîtrisez bien ça, normalement, vous ne serez jamais perdu devant un titrage d'acide base, puisque vous arriverez toujours à savoir ce qui se produit et à écrire proprement les quantités à l'équivalence.